va juste laisser notre camarade Antoine ici présent pour faire une présentation de vous. Madame Duflo, bonsoir. Tout d'abord, je vous adresse de la part de Dauphine Discussion Débat un grand merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et de venir ainsi représenter le mouvement écologique devant nous à l'Université Paris-Dauphine. Tout d'abord, effectuons un petit retour aux sources. Comment êtes-vous arrivé ici si rapidement ? Vous êtes né à Villeneuve-Saint-Georges, en Seine-et-Marne, dans le Val-de-Marne, excusez-moi, d'un père cheminot, syndicaliste, et d'une mère professeure en physique-chimie. Urbaniste de profession, titulaire d'un DEA en géographie et diplômé de l'ESSEC en 2000, vous commencez à militer au sein de la jeunesse ouvrière chrétienne et de la Ligue pour la protection des oiseaux. Vous adhérez ensuite au Vert en 2001 et vous devenez en 2005 porte-parole du parti. La même année, vous vous baignez dans la Seine afin d'en dénoncer la pollution et répondre à la promesse de Jacques Chirac, faite une trentaine d'années auparavant, de pouvoir se baigner dans les eaux de la Seine. En 2006, soit seulement 5 ans après votre adhésion au parti, vous en devenez déjà le secrétaire national. À seulement 31 ans, vous êtes la personne la plus jeune à occuper cette fonction. Lors de votre mandat de secrétaire national du parti, vous mettez en œuvre une stratégie du rassemblement qui connaît un grand succès, et lors des élections européennes de 2009, Europe Écologie obtient 16% des voix, battant ainsi de 6 points le précédent record des Verts établi en 1989. Ce mouvement se poursuit jusqu'aux élections régionales de la même année, et au second tour, vous êtes élu conseillère régionale en Île-de-France sur une liste fusionnée avec celle de Jean-Paul Huchon et Pierre Laurent. Les Verts deviennent ainsi la 3e force politique du pays et du Conseil régional. Vous êtes élu en mars 2010 président du groupe Europe Écologie Les Verts, qui constitue une synthèse des deux mouvements. Fin 2010, le magazine américain Foreign Policy vous classe même au 32e rang parmi les penseurs globaux. Et ce, pour avoir apporté aux Verts des scores importants aux élections européennes et régionales. En vous pressant alors comme la candidate écologiste la plus à même de se présenter à l'élection présidentielle de 2012, mais vous exprimez vos réticences à ce sujet en 2010. Vous avouez que cette perspective vous fait peur et affirmez ne pas avoir les épaules assez larges. Pour la fonction ou pour la campagne, on ne sait pas. Vous déclariez d'ailleurs il y a 2 jours placer votre confiance en la candidature d'Eva Joly. Cependant, derrière ce CV politique déjà consistant et cette ascension fulgurante sur le paysage médiatique, vous cherchez à montrer, selon vos propres termes, que des gens normaux peuvent faire de la politique. On peut voir en vous une personnalité sympathique et plutôt joviale, une sorte de renouveau du José Bovisme, la moustache en moins. Une de vos expressions favorites est « qui parle à mon dos, parle à mon cul ». Mais je vous rassure tout de suite, ici, nous prenons des problèmes de front. Vous vous racontez même bordélique, fan de Lio, pas un télo et impression des films pas compliqués. En somme, sous peine de vous habituer à du Patrick Sébastien, vous vous sentirez comme chez vous à Dauphine. Je vous laisse maintenant entre les mains expertes de Manon et de Basile qui vont animer ce débat ce soir. Madame Duflo, bienvenue à l'Université Paris-Dauphine. Alors, on va commencer ludiquement par un jeu qui s'appelle Quitte à choisir. Donc voilà, le principe est simple. Donc, par exemple, Basile, si je te dis quitte à choisir Peugeot ou Renault. Je dis Peugeot et après vous pouvez commenter vos choix. Ah non, c'est vous qui choisissez, mais pour vous donner juste un exemple. Je crois que ça marche pas. Bon, c'est pas grave, je vous passerai bien. Alors, première question, quitte à choisir nucléaire ou centrale au charbon? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a et le nucléaire et les centrales au charbon. C'est ça la vérité. C'est que comme le nucléaire supporte mal les changements en termes de besoins de consommation, on est obligé de suppléer notre production électrique en hiver par l'utilisation et le recours aux centrales à charbon. Donc, quitte à choisir ni l'un ni l'autre autrement. Mais je crois que j'ai pas le droit, mais je vais le faire quand même. D'accord. Un deuxième quitte à choisir. Donc, il y a une étude de la Ligue de protection des oiseaux qui dit que 40 morts est dû aux éoliennes par an pour une seule éolienne. Donc, quitte à choisir, vous préférez les oiseaux ou les éoliennes? J'ai le droit de dire que vous foutez un peu de la gueule du monde, là Un petit peu. Voilà. Et donc, je pense que la principale cause de mortalité des oiseaux, ce n'est pas les éoliennes. Du tout. Par ailleurs,
Pour vous répondre très précisément, c'est pas pour les oiseaux que les éoliennes étaient problématiques, mais pour les chauves-souris. Parce que les chauves-souris qui ont une capacité à détecter leur environnement avec un système très particulier, elles étaient perturbées par certaines éoliennes. Donc les associations de protection de la nature ont travaillé avec les fabricants d'éoliennes pour trouver une forme de pale et un mode de rotation qui permettait aux chauves-souris d'identifier l'existence des éoliennes. Vous voulez que je rentre dans les trucs super écolos? On peut. Très bien. Mais il faut 1700 éoliennes pour produire l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre juste avec les éoliennes et le solaire, les biocarburants, ou est-ce qu'il faudrait pas une autre énergie, peut-être qu'on trouverait dans la recherche ou, C'est quitte à choisir quoi, là? Ah non, c'est pas un quitte à choisir, c'est une Ah vraie bon, question. d'accord. Non, mais moi je comprends les règles du jeu. Donc, d'abord, le truc, c'est pas remplacer une centrale nucléaire par 1700 éoliennes. Comme ça, à vue de nez, vous n'êtes pas né en 1940. Non. Ça, c'était l'argument des mecs dans les années 70-80. Maintenant, on a compris que le vrai sujet en matière énergétique, c'est d'abord la diminution de la consommation, parce que le problème de la situation française en matière d'électricité notamment, c'est que comme on a 80% de notre électricité qui est produite par le nucléaire, ça n'existe pas ailleurs. Hein. C'est 13% en moyenne dans le monde qui utilise de l'énergie nucléaire, à peine. On a surutilisé l'électricité et on a développé le gaspillage. Donc il y a un vrai chantier, d'abord, qui n'est pas de remplacer à l'identique les centrales nucléaires par des éoliennes, qui est de diminuer la consommation énergétique d'électricité, mais pas seulement, notamment en rapprochant les lieux de consommation et les lieux de production. Donc quand on réfléchit sur ces sujets-là, et je vous invite, si vous êtes intéressé vraiment et que vous dodelinez de la tête en pensant que ce que je dis c'est pas vrai, à aller lire le document qui fait beaucoup de pages, mais qui est disponible sur notre site internet, ou aller sur le site de Negawatt, qui explique comment justement on peut faire un plan de sortie du nucléaire en 20-25 ans, et comment on peut avoir une autre politique énergétique totalement différente, qui ne repose pas sur les mêmes, d'ailleurs, sur les mêmes mode de production, parce qu'aujourd'hui on a une production énergétique extrêmement centralisée. Et l'idée c'est de décentraliser la production et d'avoir une vraie politique d'économie d'énergie. Il y a 3 mois a été inauguré dans Paris le premier immeuble de logement passif de logement social, c'est-à-dire un immeuble de logement qui produit davantage d'énergie qu'il n'en consomme. Uniquement lui-même, c'est-à-dire que l'une des solutions c'est à la fois les économies d'énergie, mais c'est aussi la production d'énergie immédiatement à proximité du lieu de consommation. Ça veut dire notamment qu'on peut environ subvenir à plus de 33% de nos besoins en eau chaude par le solaire thermique, c'est-à-dire par ce qu'on appelle les chauffe-eau solaires. C'est pas des grosses bonbonnes qu'on installe sur le toit, mais il faut savoir qu'on est le pays d'Europe qui a le plus bas taux en équipement en chauffage solaire, y compris au Danemark ou en Norvège, on arrive à utiliser les ressources solaires pour chauffer l'eau. Donc c'est vraiment intéressant de sortir de cette logique qui consiste à dire le monde est comme ça, alors par quoi on remplace ce qui est comme ça. C'est dire comment on peut changer les choses. Et donc des propositions, là vous en donnez certaines, mais d'autres pour au court terme pour commencer à changer, des doubles vitrages, d'autres choses pour diminuer. En fait, les solutions, c'est pas uniquement des solutions, j'allais dire ponctuelles les unes collées à côté des autres. C'est de réfléchir de manière globale. Ça veut dire aussi quand on réfléchit en termes d'économie d'énergie, c'est pas uniquement l'électricité, donc c'est les transports, donc c'est avoir une ville plus compacte où on rapproche, on n'est pas dans une logique par exemple comme on a développé en France de spécialisation du territoire, où on a des zones commerciales, on a l'impossibilité pour une partie des habitants de cette région, qui est quand même une des régions les plus denses d'Europe, à pouvoir aller chercher son pain sans prendre sa voiture. C'est une réalité. Donc il y a des gens qui sont contraints à cette situation parce qu'on a spécialisé le territoire. Donc ça va de l'aménagement du territoire aux solutions techniques en passant par les économies d'énergie. C'est vraiment un spectre extrêmement large. Quand on s'attaque à la question énergétique, en fait, finalement, on touche à la question des modes de vie. Très bien. On va passer à un autre sujet. C'est l'écologie en France fait à peu près, en tout cas la majorité, mais dans d'autres pays, comme dans les pays développés, pas du tout. Pas encore tout à fait la majorité. Hein. Non, mais on aimerait bien. Les idées écologiques, les idées écologiques font plutôt la majorité, dira-t-on. Je suppose que il a dû y avoir des sondages qui disent que plus de 50% des Français se sentent écolos, en tout cas. Il a bien, je suppose. Je ne peux pas vous répondre là très précisément, mais j'espère moi que non seulement les idées écologistes progressent, mais que les écologistes tout court vont progresser, parce que le problème c'est qu'en général les idées progressent, on dit oui c'est intéressant, mais ensuite on le fait pas. Donc moi ce qui m'importe c'est pas seulement que nos idées ou qu'on nous trouve sympas, c'est que concrètement dans les politiques qui sont menées, on engage un certain nombre des transitions que j'ai évoquées.
Très bien. Et donc, par contre, on va dire dans d'autres types de pays, les pays du Sud, beaucoup moins. Et donc, je vais vous passer une vidéo. C'était un débat entre vous et Éric Zemmour là-dessus, où il vous parlait justement de cette question. Même s'il le reprend mal, peu importe, il le reprend quand même, sonne aux oreilles de ces fameux gens du Sud que vous vénérez tant, comme un discours protectionniste d'occidentaux qui veulent les empêcher de se développer et de s'industrialiser comme ils ont fait. Et qu'est-ce qui se passe à Copenhague? Les Chinois nous font et vous font un magnifique bras d'honneur. Donc vous arrêtez là, mais donc... D'abord, mettre les Chinois dans les pays du Sud, c'est un peu exotique, mais c'est la méthode d'Éric Zemmour. Et ce qu'il dit est faux, par ailleurs. La Chine a dit qu'elle était prête à prendre, là, puisqu'on n'est plus à Copenhague, maintenant, il y a eu d'autres sommets, et la Chine a elle-même dit qu'elle était prête spontanément, c'est-à-dire c'est une évolution par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'Éric Zemmour connaît pas bien ce dossier parce qu'il se trouve que les Chinois, sur les questions des technologies vertes, sur les questions énergétiques, sont extrêmement en avance. On le sait, hein, on importe d'ailleurs énormément de produits qui vont dans le sens de ce que je défends et qui ne sont pas produits en France. Pourquoi? Parce qu'en France, on a été très en retard. On n'a pas d'usine de fabrication d'éoliennes. Les cellules photovoltaïques, donc qui font de l'électricité solaire, sont produites pour une grande part d'entre eux en Chine. Donc les Chinois sont très en avance sur les technologies entre guillemets modernes et vertes. Et sur la question des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les Chinois ont mis les pieds dans le plat sur un sujet intéressant en disant « Et si on calculait les émissions de CO2, pas au lieu de production, mais au lieu de consommation ?» Et c'est vrai que c'est un vaste sujet. Pourquoi? Parce qu'une grosse partie de la production manufacturée, voire même de la production industrielle chinoise, elle est exportée et elle est importée chez nous. Et donc c'est vrai que la question qui se pose, elle se pose à l'ensemble de l'humanité finalement. C'est la question du mode de consommation, c'est la question d'une société qui finit par produire pour produire et pas produire pour satisfaire des besoins. Donc ce qu'il dit aussi sur les pays du Sud est faux, c'est-à-dire que les pays du Sud aujourd'hui savent très bien que sur un certain nombre de points, ils n'atteindront pas le niveau de qualité de vie. Là aussi, ça nous emmènerait plus loin. Moi, je trouve ça... depuis que je suis allée à Mayotte, donc Mayotte, c'est une île de l'océan Indien qui faisait partie des Comores, mais qui est restée entre guillemets française au moment de l'indépendance des Comores. Et à Mayotte, on a voulu développer l'île, c'est-à-dire qu'on a fracturé la barrière de corail pour faire un port en eau profonde, c'est-à-dire qu'on a supprimé l'agriculture vivrière pour installer des plantations de tomates, par exemple. Et quand on discute écologie avec un certain nombre de personnes sur place, ils disent qu'on est quand même très gonflé d'expliquer que finalement leur modèle, qui pour une part était autosuffisant et beaucoup plus équilibré, a été fragilisé, entamé, et que si le lagon souffre, c'est parce qu'on a fracturé la barrière de corail par l'importation, entre guillemets, de nos méthodes et de nos logiques de développement. Donc cette question au sein des pays du Sud, et justement à Copenhague, ça s'est vu avec l'expression notamment des pays insulaires, des petits pays insulaires, de certains pays, je pense à l'Équateur, où il y a des communautés qui défendent le fait qu'on refuse l'exploitation de pétrole sur des zones qui sont très riches en matière de biodiversité et qui ont un équilibre de vie qui fonctionne. Donc c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il veut dire. Hein. Il y a justement un champ de recherche qui est très intéressant, qui est de travailler sur d'autres indicateurs et d'essayer, pour certaines communautés indiennes, de mesurer la différence de qualité de vie entre les zones qui ont fait l'objet d'exploitation minière et celles qui en ont été préservées. Et de dire, en termes de santé, d'éducation, finalement, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que cette exploitation minière a été facteur d'enrichissement en produit intérieur brut, certes, mais en d'autres indicateurs, la question n'est pas si évidente. Et je pense que c'est ce champ-là qui pour nous est intéressant. C'est comment on mesure aussi le bien-être d'une société. On sait bien que la croissance du produit intérieur brut, et je le dis à des élèves qui pour beaucoup des étudiants qui pour beaucoup d'entre vous doivent brasser des concepts macro et microéconomiques toute la journée, vous vivez sûrement dans une période plus intéressante parce que le dogme absolu de la corrélation, par exemple, immédiate entre la croissance et le chômage. Je le dis parce que c'est intéressant. Un des facteurs qui a amené à la révolution en Tunisie, c'est justement que pour un pays qui, en moyenne, pas en moyenne, qui a toujours été, depuis les 15 dernières années, au-dessus de 5% de croissance, il y avait un chômage chez les jeunes qui atteignait plus de 30%. Et un chômage chez les très diplômés
qui était encore plus important, puisque le début de la révolution tunisienne, c'est un diplômé Bac+5 obligé de vendre des légumes, à qui la police enlève ses légumes et qui s'immole par le feu. Donc c'est ça la réalité, c'est que tous ces dogmes-là sur lesquels on s'est basé, je pense que quand on se retournera, et ça m'éloigne un peu de la question, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ce que dit Éric Zemmour... Éric Zemmour, il vit sur des discours, je ne sais pas si vous avez passé cette partie-là, mais quand il dit le nucléaire, vous m'avez parlé tout à l'heure, le nucléaire c'est l'indépendance énergétique. Tout le monde dit ça, on dit comme ça on est indépendant, non. Ça fait depuis 1989 qu'il n'y a plus 1 gramme d'uranium en France, qu'on l'importe, et qu'on l'importe d'où? Essentiellement du Niger, où on a installé Areva, où de fait, pour maintenir l'exploitation du Niger, on est main dans la main avec la junte qui dirige ce pays, qui est finalement à la fois un des plus pauvres de la planète et un des plus riches en matière de ressources dans son sous-sol, et que la situation politique extrêmement difficile et les enlèvements qui ont eu lieu dans ce pays sont... en partie, et l'alimentation du terrorisme se fait aussi en partie par le fait que cette préemption des ressources naturelles au profit d'une compagnie étrangère, en l'occurrence française, qui est Areva, est de plus en plus mal vécue par la population locale. Donc c'est intéressant de ne pas avoir une vision univoque de ces sujets-là. Alors pour revenir un peu plus près de chez nous, je voulais vous demander si vous étiez plus militante ou politique. C'est-à-dire qu'on a vu par exemple Noël Mamère marier un couple homosexuel et il est devenu comme ça hors la loi. Et donc du coup, si vous étiez vous d'abord, si vous étiez d'abord élu ou alors responsable ou militante verte, quitte à aller être hors la loi et à. Je pense que de toute façon, on fait progresser les sociétés à la marge. Moi, je pense que j'aurais été, j'espère, pas élue avant 1946, que les femmes n'avaient pas le droit de voter. D'accord. Je pense qu'à l'époque, s'il y avait eu des hommes qui avaient organisé des scrutins où ils avaient laissé les femmes voter, ils auraient été en avance et ils auraient fait progresser les choses. Donc la question qu'il faut se poser sur la question de respecter la loi, c'est la question de sa légitimité. Alors ça veut pas dire, en plus c'est un sujet sur lequel c'est pas très grave. Hein. Se mettre hors la loi en mariant 2 personnes de même sexe, c'est quand même pas, ça ne fait pas courir les mêmes risques que si on décide de se mettre hors la loi je sais pas quoi, en répandant des déchets nucléaires sur l'ensemble de sa commune. C'est pas tout à fait les mêmes conséquences. Donc je pense que quand on est élu, on doit rester militant. Parce que si on devient une machine à gérer, sans réfléchir, sans objectif politique, je crois qu'on n'exerce pas bien son mandat. Il faut toujours questionner le sens de sa présence, le sens du mandat qu'ont donné les électeurs, le sens de son engagement. Je pense que c'est très important justement de ne pas croire qu'on peut délier ces 2 dimensions. Et quand on délie les 2 dimensions, quand on considère que la politique c'est un métier qui pourrait s'apprendre et que finalement on serait à peu près dans n'importe quelle famille politique, il y aurait des techniques à appliquer, et que d'ailleurs pour bien gérer, il suffit d'écouter les agences de notation et de faire les choix budgétaires qu'elles demandent pour avoir le AAA, eh ben je crois qu'on fait plus de politique, tout simplement. On n'est plus ni militant, ça c'est certain, mais on n'est plus non plus politique. Pour passer toujours en France et sur l'écologie, Nicolas Sarkozy avait proposé la taxe carbone et vous étiez contre, en tout cas sa formule de la taxe carbone. Vous voulez bien nous réexpliquer ce choix ? On était très pour au départ. Alors nous, on est pour ce qu'on appelle la contribution énergie-climat. La contribution énergie-climat, la différence avec une taxe, c'est qu'elle est affectée. C'est-à-dire que les ressources sont utilisées pour engager la transition énergétique. Ça veut dire aider au développement des transports en commun et aussi aider avec des choix en matière de priorisation en matière sociale à isoler les bâtiments et en particulier les logements, à remplacer les appareils électroménagers les plus consommateurs d'énergie par des appareils moins consommateurs d'énergie. Donc c'était ça, une contribution affectée, avec un choix aussi en matière de partage des richesses et d'aider ceux qui allaient être les plus vulnérables à l'augmentation des coûts de l'énergie. Donc c'était ça notre proposition. Ça s'est transformé en un truc très bizarre, c'est-à-dire une taxe, mais qui faisait l'objet d'une redistribution quasiment au montant équivalent à la taxe. On peut avoir une deuxième vision. Hein. Il y a une vision qui est défendue par certains, qui est la vision de la taxe pure, qui est de dire, de toute façon, on taxe aujourd'hui très fortement l'énergie, comme ça, par voie de conséquence, ça va faire diminuer la consommation. Moi j'ai dit pourquoi on était pour cette contribution. Donc on était très favorable et si vous vous souvenez, j'ai fait partie de ceux qui, en l'occurrence à l'époque avec Jean-Paul Besset, avaient rencontré le président de la République pour dire que s'il allait au bout de sa logique et s'il faisait ce à quoi il s'était engagé en signant le pacte écologique de Nicolas Hulot.
juste, hein, c'est pas une invention, j'ai encore dit juste. Si il faisait simplement ce à quoi il s'était engagé, on le soutiendrait, ce qui n'était pas une évidence, puisqu'on est clairement dans ceux qui sont opposés à la politique globale de Nicolas Sarkozy. C'est pas le choix qu'il a fait. Et puis par ailleurs, ensuite, c'est le choix qu'il a totalement, d'ailleurs, sur lequel il a totalement abdiqué. C'est quand même un président de la République qui avait dit que c'était la plus grande réforme depuis l'abolition de la peine de mort. Heureusement que c'est pas lui qui a fait l'abolition de la peine de mort, parce que sinon on couperait encore des têtes. Hein. Alors justement, au niveau économique, quelles seraient vos propositions économiques c'est-à-dire en sortant de crise, quelles seraient vos... Mais moi, je pense qu'on sort pas de crise. Enfin, je crois que ça, c'est une légende. Et d'ailleurs, tous ceux qui disaient, ça y est, la reprise, maintenant on dit croissance molle, maintenant on dit stagnation, maintenant on dit... Il y a un problème structurel qui est l'analyse que font les écologistes, c'est que la croissance du produit intérieur brut, je dis bien, qu'on la prenne par n'importe quel bout, sauf en 2000 où tout le monde était devenu fou et croyait qu'avec la nouvelle économie de l'Internet, on allait fabriquer de l'argent virtuel. À un moment, ça repose sur des ressources physiques et en particulier des ressources naturelles. Et quand on est sur une planète avec des ressources limitées et qu'on n'organise pas la réutilisation de ces ressources, notamment par le recyclage ou la récupération ou un autre mode de fonctionnement, eh bien, on atteint les limites du système. Voilà. Et je crois qu'on est là. Il faut d'ailleurs se remémorer, c'est intéressant, hein, le début de cette fameuse crise dans laquelle on est entré et dont on n'est pas sorti. On dit c'est une crise financière, on dit c'est la crise des subprimes. Mais au départ, qu'est-ce qui se passe? Indépendamment de tout l'échafaudage financier de titrisation des différentes dettes. Avant ça, il y a un endettement très important des ménages américains pour acheter leur résidence principale, et il y a une augmentation simultanée du coût de l'énergie et des denrées alimentaires, ce qui fait que les ménages américains, un peu par effet de domino, ont plus les moyens de rembourser leurs prêts. Et c'est ce moment-là où tout bascule. Et donc, si on regarde et qu'on analyse vraiment précisément les racines de cette crise, bien sûr qu'il y a tout l'échafaudage du système financier mondial qui est à mettre en cause, mais il y a aussi, de toute façon, un système à la fois qui vit à crédit, mais qui est en voie d'essoufflement, c'est-à-dire qu'on est allé au bout de la logique d'une espèce de course folle où, je l'ai dit, on est dans la logique productiviste, c'est-à-dire qu'on ne produit pas pour satisfaire des besoins, mais qu'on doit apprendre à inventer des besoins pour trouver des débouchés à un système productif. Que par ailleurs, on a aussi organisé ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, c'est-à-dire des biens de consommation qui se détruisent ou ne sont pas réutilisables et ne sont pas réparables pour obliger à racheter de nouveaux biens. Donc ce système-là, qui est un système un peu fou, il est, et c'est l'analyse des écologistes, depuis longtemps en péril. Et que si on ne s'attaque pas à la racine de cette crise, à la logique même qui sous-tend notre système de production, eh bien on ne trouvera pas de solution. C'est pour ça que les écologistes défendent aujourd'hui ce qu'on appelle la transition écologique, c'est-à-dire faire en sorte de passer d'un modèle à un autre. L'avantage avec les écologistes, c'est qu'ils sont pas dogmatiques. On ne dit pas à tout le monde va s'organiser en call-cause et en soft-cause. Une des forces de l'écologie, je crois, c'est à la fois la subtilité et la gestion de la complexité, qui dit qu'en fonction des situations, en fonction de l'organisation des différentes communautés humaines, on peut avoir des réponses différentes. On peut être soit dans le secteur marchand traditionnel, soit dans le secteur coopératif, et le secteur coopératif en fait partie dans ce qu'on appelle le tiers secteur de l'économie sociale et solidaire, où on n'est pas dans une logique de rentabilité et pas dans une logique marchande, même si on n'est pas dans une logique d'entreprise d'État ou de service public, et que donc on est capable de décliner l'ensemble des modes d'intervention et dans le champ économique qui ne soient pas obligés par ailleurs, et c'est un des deuxièmes points, c'est la question du court terme, à afficher des rentabilités à ultra court terme. Je pense que, y compris en termes de stratégie industrielle, et quand je vous dis ça, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, et j'en suis témoin personnel, les écologistes sont de plus en plus sollicités par, y compris des grands chefs d'entreprise, qui sentent bien d'une certaine manière ce que je vous dis, mais qui sont un peu dans une situation de désarroi par rapport à tout ce à quoi on les a obligés depuis des années. Et des grands industriels, et je me souviens d'un échange avec Jean-Louis Beffa, disent très clairement, on est sous la pression d'une logique de notation qui ne sont pas les agences de notation, mais qui sont les analystes financiers, qui imposent des stratégies et qui parfois empêchent d'avoir des stratégies industrielles de moyen ou de long terme, des stratégies qui nécessitent d'investir et d'investir pendant un certain temps et qui donc
hypothèquent des rentabilités immédiates significatives qui sont l'alpha et l'oméga du jugement des marchés financiers aujourd'hui. Donc c'est intéressant justement de se poser à la fois la question de la diversité des modes d'intervention, et ça commence à être écrit, de l'impossibilité de dégager une rentabilité de 6% en permanence tout le temps, sur tous les secteurs, au minimum, et enfin d'intégrer la question du moyen et du long terme. Et donc, quelles sont vos propositions